Sous le vent aride du Sahel, une mutation silencieuse s'annonce. En défiant les sanctions internationales, Ibrahim Traoré lance un plan agricole centré sur une plante modeste, le manioc. Ce pari, né d'une crise, défie les règles du commerce mondial et bouscule les équilibres de puissance en Afrique de l'Ouest. Mais comment un simple tubercule peut-il devenir le symbole d'une souveraineté, retrouver et redessiner la carte géopolitique du continent ? L'histoire du Burkina Faso s'apprête à s'écrire autrement. Le pari de Ibrahim Traoré dépasse le champ agricole, il redéfinit la dignité d'un peuple. En misant sur le manioc, une culture résistante et locale, le Burkina Faso cherche à démontrer qu'une économie affranchie peut naître sans dépendre des puissances étrangères. Le gain espéré n'est pas seulement économique, c'est la reconstruction d'une confiance nationale, une preuve tangible que la souveraineté alimentaire peut redevenir réalité. Mais le risque est immense. Un échec signifierait non seulement la ruine de milliers d'agriculteurs, mais aussi la perte de crédibilité du pays sur la scène africaine. La question n'est donc plus de savoir si ce pari est audacieux, mais s'il est soutenable, et si ce plan, né sous la contrainte des sanctions, devenait la matrice d'une indépendance durable. Ce choix engage chaque Burkinabé, des paysans aux économistes, des ministères aux marchés ruraux. Le manioc devient le fil conducteur d'un espoir collectif, celui de nourrir la nation avec ses propres racines. Dès les premiers mois de 2024, les effets du plan d'Ibrahim Traoré se font sentir. En moins de 6 mois, la production nationale de manioc triple. Ce chiffre, surprenant même pour les experts, marque un tournant concret. Le pays passe d'une dépendance chronique à une autosuffisance inédite. Derrière cette accélération se cache une coordination rigoureuse entre armée, ingénieurs et agriculteurs, une alliance improbable devenue symbole d'efficacité nationale. Avant l'embargo, le Burkina Faso importait près de 60% de ses denrées de base. Les sanctions occidentales ont brutalement interrompu ces flux, provoquant une hausse des prix alimentaires de plus de 40%. Les marchés se vidaient, les silos se remplissaient de récoltes invendues, et l'économie vacillait. Au lieu de céder à la crise, Traoré décide d'en faire une opportunité. Le manioc, ignoré jusque-là, devient un levier de reconquête. Capable de résister à la sécheresse, il pousse sur des sols pauvres et ne nécessite ni engrais importés, ni semences étrangères. En misant sur cette plante endogène, le gouvernement parie sur l'intelligence locale plutôt que sur l'aide extérieure. Dans tout le pays, des équipes mixtes, agronomes, militaires, jeunes volontaires, se déploient pour transformer les champs abandonnés en plantations de manioc. Ce mouvement dépasse la simple production agricole, il redéfinit la notion même de souveraineté. Pour la première fois depuis des décennies, les Burkinabés n'attendent plus les cargaisons venues d'ailleurs. Ils sèment leur propre avenir. Ibrahim Traoré ne se contente plus de gouverner. Il incarne une transition, un récit collectif où la fierté remplace la dépendance. Ainsi, le manioc cesse d'être une plante humble, il devient le symbole d'un continent qui se réinvente à partir de ses propres ressources. Parmi les visages de cette révolution silencieuse, celui d'un jeune agriculteur, Idrissa, incarne la promesse du changement. Ancien producteur de maïs, il a tout perdu avec l'embargo, ses contrats, ses clients et son espoir. Lorsque le plan d'Ibrahim Traoré est annoncé, il vend son tracteur pour acheter des boutures de manioc. 3 mois plus tard, son champ fournit les marchés locaux. En quelques récoltes, il rembourse ses dettes et engage d'autres villageois. Son histoire n'est pas isolée. Dans les régions de Bobo-Dioulasso et Kaya, des centaines de petits producteurs suivent le même chemin. Les coopératives se multiplient, un réseau d'échanges émerge et le manioc devient une source de revenus stable. Le gouvernement, voyant cette dynamique, envoie des camions militaires livrer des boutures dans 12 provinces clés. Ce maillage rapide, inédit dans l'histoire agricole du pays, transforme la crise en levier de cohésion nationale. Les effets se mesurent aussi dans les attitudes. Les Burkinabés cessent de se percevoir comme dépendants. Pour la première fois, la souveraineté n'est plus une idée politique abstraite, mais un geste quotidien, semer, récolter, transformer. Ibrahim Traoré apparaît alors non seulement comme un chef d'État, mais comme un guide pragmatique qui réconcilie action et vision. Et si ce modèle né d'une contrainte devenait la graine d'une fierté durable,
Tout commence au moment le plus critique de l'embargo. Les exportations bloquées, les importations suspendues, le Burkina Faso semblait condamné à l'asphyxie. C'est alors qu'Ibrahim Traoré réunit, dans une salle sobre du palais de Koulouba, ses ministres, des ingénieurs agricoles et des officiers. L'ordre est clair: convertir les cultures vulnérables en plantations de manioc en moins de 10 jours. Le défi paraît impossible. Pourtant, en 48 heures, des unités mixtes, soldats, paysans, volontaires civils, se déploient sur tout le territoire. À Kougou, dans le centre-ouest, les premiers sillons sont tracés au lever du jour. Les militaires creusent, les villageois plantent, les techniciens installent des systèmes d'irrigation solaire. L'image frappe les esprits. L'armée, autrefois symbole de contrainte, devient l'instrument d'une renaissance agricole. Chaque hectare semé devient un acte de résistance. Au bout de 2 semaines, plus de 50 000 hectares sont replantés. Les drones civils utilisés pour surveiller les champs transmettent des images saisissantes. La couleur ocre du sol cède la place à des bandes vertes. En moins d'1 trimestre, les premières récoltes sortent de terre. Les marchés ruraux se remplissent de tubercules, les prix alimentaires se stabilisent. Les familles redécouvrent le goût de leurs propres produits. Dans la capitale, la communication officielle orchestre ce succès. Les radios locales diffusent chaque jour un bulletin des chants de la dignité. Les écoles introduisent des modules sur la transformation du manioc. L'État distribue des subventions pour encourager les coopératives à produire de la farine et de l'éthanol. Le manioc devient non seulement une ressource, mais un symbole national. La preuve que la solidarité peut vaincre les embargos. Cette transformation n'est pas qu'économique, elle est mentale. Ibrahim Traoré, par sa gestion directe, installe une discipline nouvelle dans l'administration. Chaque gouverneur de province doit rendre compte hebdomadairement de la superficie plantée et de la productivité. Les rapports sont affichés publiquement, créant une compétition vertueuse entre régions. Le point culminant arrive à la fin de 2024, les exportations de produits dérivés de manioc dépassent les 100 millions de dollars. Les ports du Bénin reçoivent les premières cargaisons. Les médias internationaux parlent d'un miracle burkinabé. Les critiques d'hier deviennent observateurs attentifs. Ce flux d'événements compose une chronologie d'actions pures: Koulouba, ordre présidentiel, mobilisation nationale, récolte, exportation. En moins d'1 an, un pays en crise se transforme en laboratoire d'indépendance. Ainsi, le plan d'Ibrahim Traoré ne fut pas improvisé. Il suivait une logique stratégique précise, où chaque phase, urgence, production, valorisation, s'enchaînait comme les maillons d'une même chaîne. La crise a ouvert une brèche. Le manioc en est devenu le ciment. Les résultats chiffrés confirment la portée du pari. En moins de 6 mois, la production nationale de manioc a triplé, passant d'environ 100 000 tonnes à plus de 300 000 tonnes. Cette explosion de rendement n'est pas un hasard, elle découle d'une combinaison précise entre mobilisation locale et technologies accessibles. Plus de 12 000 agriculteurs ont rejoint les nouvelles coopératives créées dans le cadre du plan, dont 40% dirigés par des femmes, une première historique au Burkina Faso. Les effets se mesurent aussi sur l'emploi. Plus de 80 000 postes ont été créés dans la transformation, la logistique et la distribution du manioc. Ces emplois, majoritairement ruraux, ont offert une alternative directe à l'exode vers les villes. En parallèle, 70 sites de transformation ont vu le jour, reliés à des corridors commerciaux vers le Bénin et le Ghana. Cette structuration industrielle a permis de transformer le manioc en farine, amidon et éthanol exportable, assurant une valeur ajoutée locale. Le plan énergétique intégré au projet renforce cette dynamique. En 2024, près de 120 MW d'énergie solaire ont été installés pour alimenter les unités de transformation. Ce choix, d'abord perçu comme coûteux, s'est révélé stratégique. Il a réduit la dépendance aux importations de carburant et diminué les coûts d'exploitation de 18%. La convergence entre agriculture et énergie verte devient ainsi un modèle d'autonomie circulaire. Les infrastructures suivent la cadence, 500 km de routes ont été réhabilitées pour relier les zones de production au centre logistique. Ce maillage territorial a réduit les délais de transport de 30% et permis d'augmenter la rentabilité des petits exploitants.
Dans certaines provinces, la densité de production a doublé en moins d'1 an, transformant des terres marginales en pôles agro-industriels. Sur le plan social, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de malnutrition rurale a chuté de 15% entre 2023 et 2024. L'alimentation nationale, auparavant dépendante des importations de céréales, s'appuie désormais sur une ressource locale stable, nutritive et abordable. La sécurité alimentaire, jadis menacée, s'est transformée en atout stratégique. Enfin, la balance commerciale enregistre un signal clair. Les exportations agricoles ont généré plus de 100 millions de dollars, soit une croissance de 240% par rapport à l'année précédente. Ces revenus ont permis d'alimenter un fonds de réinvestissement dans les infrastructures rurales et les formations agricoles. Ces chiffres ne sont pas qu'une démonstration de réussite technique. Ils incarnent la matérialisation d'une idée. La souveraineté alimentaire peut être mesurée, comptée, vérifiée. Ibrahim Traoré a compris que, pour convaincre, il fallait des résultats tangibles, pas des slogans. Le manioc, par sa simplicité, a offert cette preuve chiffrée, un symbole devenu indicateur de transformation nationale. Les critiques du plan de souveraineté alimentaire n'ont pas tardé à se faire entendre. Pour certains économistes, la stratégie d'Ibrahim Traoré reste trop dépendante d'un seul produit, donc fragile. Ils affirment que le manioc, s'il résiste à la sécheresse, ne peut pas à lui seul soutenir une économie nationale moderne. D'autres pointent les limites d'un modèle trop rapide, infrastructure inégale, dépendance aux énergies renouvelables, risque climatique. Selon eux, le succès du moment masquerait une vulnérabilité structurelle. Face à ces objections, les défenseurs du projet opposent des données concrètes. Premièrement, la diversification existe déjà. Le manioc n'est pas une fin en soi, mais un pivot. En relançant les cultures locales, il permet de financer d'autres filières, le mil, le sorgho, le soja. Deuxièmement, l'usage massif de l'énergie solaire, loin d'être une faiblesse, est devenu un investissement stratégique. En réduisant la dépendance énergétique, le pays gagne une autonomie durable, surtout dans un contexte géopolitique instable. Les sceptiques invoquent le risque climatique. Les partisans rappellent que le manioc pousse là où les autres cultures échouent. Il ne s'agit pas d'un pari aveugle, mais d'un choix adapté au Sahel. Les données de 2024 montrent une résilience accrue, les rendements du manioc restant stables, malgré une baisse de 20% des précipitations. Enfin, sur le plan géopolitique, l'isolement annoncé n'a pas eu lieu. Au contraire, les pays voisins, le Mali, le Ghana, le Bénin, ont renforcé leurs échanges agricoles avec le Burkina Faso. L'effet d'entraînement dépasse les frontières, le manioc devient un vecteur de coopération régionale. Ainsi, le Stillman du modèle burkinabé est clair, loin d'être une utopie populiste, il représente une architecture réaliste de résilience. Ibrahim Traoré, en transformant une contrainte en levier, a fait du manioc un instrument de politique publique rationnelle. Un pays se libère d'abord dans ses champs. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une allocution à Bobo Dioulasso, résume le cœur du tournant. Au milieu de la mise en œuvre du plan, une révélation apparaît. Le projet n'est pas seulement économique, il est identitaire. Les observateurs étrangers, d'abord sceptiques, découvrent que la réussite du Burkina Faso repose sur un principe simple, la cohérence entre le discours et l'action. Chaque village devenu producteur incarne un fragment d'indépendance retrouvé. Dans les médias africains, le nom de Traoré devient synonyme d'autonomie et de résistance. Mais le véritable choc vient du terrain. Les communautés, autrefois dépendantes de l'aide, deviennent fournisseurs pour leurs voisins. Des convois de manioc franchissent la frontière du Ghana. Le symbole est fort. Une nation jadis dépendante exporte désormais son savoir-faire. Ce basculement, invisible pour certains, marque le point médian de la transformation. Ce n'est plus seulement un plan d'urgence, c'est un modèle qui rayonne. Et c'est là que la révolution burkinabé devient contagieuse, un exemple vivant de dignité cultivée. Les conséquences du plan de souveraineté alimentaire d'Ibrahim Traoré s'étendent bien au-delà du manioc. En quelques mois, le Burkina Faso a redéfini les équilibres internes et régionaux. Ces impacts peuvent se lire à travers 4 prismes: les ménages, NN, les entreprises, et DN, les institutions, MED, et la région, KV. Au niveau des foyers, les changements sont perceptibles. Dans les villages, le changement est immédiat.
Les familles qui dépendaient des aides humanitaires cultivent désormais leurs propres ressources. Le coût moyen du panier alimentaire a baissé de 25%. Les femmes, dirigeant près de la moitié des coopératives, deviennent actrices économiques. Le manioc, transformé en farine, nourrit les écoles et réduit la malnutrition. Cette réappropriation du quotidien crée un sentiment de dignité inédit. Nous mangeons ce que nous produisons, disent les villageois. Du côté des entreprises, la transformation s'accélère. L'industrie locale connaît une mutation accélérée. De petites unités de transformation se professionnalisent, séchage, amidonnerie, production d'éthanol. Les chaînes logistiques se densifient autour de pôles agro-industriels. Les investissements privés augmentent de 30% en un an. Les entrepreneurs voient dans le manioc un marché d'avenir soutenu par la demande régionale croissante. Le tissu économique se diversifie, créant un cercle vertueux entre production, innovation et exportation. Sur le plan institutionnel, une nouvelle dynamique se met en place. Le plan Traoré modifie la gouvernance. Le suivi par données ouvertes, superficie plantée, volume produit, indice nutritionnel renforce la transparence. Les ministères travaillent de concert avec les régions. Une culture de résultats s'installe, les rapports sont publics, les progrès mesurables. Cette approche data-driven, inédite dans la région, inspire les administrations voisines. L'État devient un coordinateur, non plus un simple ordonnateur. À l'échelle régionale et continentale, l'influence se propage. L'influence du Burkina Faso dépasse ses frontières. Le modèle du manioc se diffuse au Ghana, au Bénin et au Mali. Une alliance agricole informelle émerge. Échange de semences, formation technique, corridors logistiques. L'Union africaine cite le projet comme exemple de résilience souveraine. Sur la scène internationale, le discours change, le pays autrefois sanctionné est désormais perçu comme laboratoire de résistance productive. Ces effets combinés tissent un résultat profond. La souveraineté cesse d'être un slogan, elle devient un système vivant où économie, politique et société convergent. Ibrahim Traoré, loin des grandes déclarations, montre qu'un leadership pragmatique peut transformer la précarité en puissance. Le Burkina Faso, par son audace, a prouvé que la révolution agricole n'a pas besoin de miracles, seulement de cohérence, de courage et de foi en la terre. À ce stade, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso dans les 12 prochains mois. Chacune repose sur les mêmes fondations, souveraineté, résilience, solidarité, mais divergent selon les aléas géopolitiques et climatiques. Dans le scénario de base, le pays consolide sa stabilité. La consolidation. Le pays poursuit la stabilisation de sa production. Les exportations de manioc transformé augmentent de 15% par trimestre. Les coopératives deviennent des PME régionales soutenues par un crédit agricole national. Les routes et stations de transformation s'étendent vers l'est. Dans ce scénario, le Burkina Faso renforce son autonomie sans dépendre d'investisseurs étrangers. Le modèle s'enracine durablement dans les pratiques rurales. Dans le scénario optimiste, la dynamique régionale s'intensifie. L'expansion régionale, inspirée par le succès burkinabé, le Ghana et le Bénin s'associent officiellement à une zone de coopération agricole. Des contrats d'exportation à long terme sont signés avec le Brésil et la Chine. L'économie du manioc devient continentale. La valeur des exportations dépasse 250 millions de dollars en un an, créant un effet domino de croissance partagée. Le Sahel devient un pôle agro-industriel africain. Dans le scénario pessimiste, des fragilités externes réapparaissent, la vulnérabilité externe. Si les conditions climatiques se durcissent, ou si les sanctions se renforcent, la production pourrait reculer de 20%. L'énergie solaire, bien que stratégique, reste coûteuse à entretenir. Le pays pourrait alors se retrouver à nouveau dépendant des importations alimentaires. Cependant, les infrastructures déjà construites et la formation des coopératives offriraient une base solide pour rebondir. Ces 3 scénarios révèlent la nature du pari de Ibrahim Traoré, un modèle ancré dans le réel mais ouvert sur l'avenir. La consolidation, l'expansion ou la résistance, toutes s'appuient sur une même philosophie. Investir dans la terre, non dans la dépendance. Et si dans les 12 prochains mois, le Burkina Faso transformait ce pari agricole en une révolution politique douce, derrière les chiffres et les plans, il y a des vies. Dans les marchés de Ouagadougou, les étals débordent désormais de manioc transformé.
Des femmes, naguère contraintes de vendre des produits importés, proposent leur propre farine locale. C'est notre fierté, pas un miracle, dit Aïssata, coopératrice à Kaya. Son témoignage traduit une émotion simple. La souveraineté n'est pas un mot d'État, c'est une victoire intime. Pour les jeunes, cette mutation redonne un horizon. Beaucoup qui rêvaient d'émigrer voient dans l'agriculture une voie d'avenir. Des ateliers de formation naissent dans les lycées, où l'on enseigne la transformation du manioc comme une compétence d'entrepreneur. Dans les villages, les enfants apprennent à reconnaître la plante qui a changé le destin de leurs parents. Les citadins aussi ressentent ce changement. Le manioc, autrefois perçu comme un aliment de pauvreté, devient un produit de modernité durable. Dans les cafés, dans les médias, on en parle comme d'un symbole national à l'égal du drapeau. Ibrahim Traoré, en liant économie et dignité, a offert à son peuple un sentiment rare, celui d'être les auteurs de leur propre renaissance. Ce n'est plus seulement une histoire d'agriculture, mais de redéfinition de soi. Et peut-être pour chacun d'entre nous, une invitation à croire qu'un changement collectif commence toujours dans un geste ordinaire. Pour maintenir la dynamique et garantir la durabilité du modèle, Ibrahim Traoré a défini une feuille de route claire, une architecture de continuité en 3 étapes. La première étape consiste à renforcer la production et à diversifier les cultures. Renforcer la production et diversifier. Le gouvernement prévoit d'étendre la culture du manioc à 20 provinces tout en introduisant le mil, le soja et le sorgho dans le même écosystème. Des formations continues sont mises en place pour moderniser les techniques agricoles et promouvoir l'irrigation solaire. Objectif, une hausse de 25% de la production en un an. La deuxième étape vise à consolider les infrastructures et à améliorer la logistique, consolider les infrastructures. De nouvelles routes rurales doivent relier les centres de production aux ports logistiques. Les usines de transformation seront modernisées, les entrepôts agrandis et l'énergie solaire déployée à plus grande échelle. Cette approche vise à réduire les coûts de transport et à stabiliser la chaîne de valeur. Enfin, la troisième étape cherche à ouvrir de nouveaux marchés et à établir des alliances solides. Ouvrir de nouveaux marchés et renforcer les alliances. Le Burkina Faso compte négocier des partenariats agricoles régionaux, notamment avec le Bénin et le Ghana, pour créer un corridor du manioc ouest-africain. Sur le plan international, l'objectif est d'attirer des investissements stratégiques tout en préservant l'autonomie décisionnelle du pays. En suivant ces 3 phases, le modèle burkinabé pourrait devenir une référence continentale, une économie rurale forte, écologique et connectée. Ibrahim Traoré veut prouver qu'une transformation durable se construit moins dans les discours que dans la continuité des actes. Dans les champs de Kougou, là où tout a commencé, les plants de manioc s'étendent désormais à perte de vue. Idrissa, le jeune agriculteur du début, regarde ses récoltes avec une fierté calme. Il n'a plus besoin d'aide étrangère ni de promesses lointaines. Il a trouvé, dans sa terre, la preuve que la souveraineté peut être semée. Ibrahim Traoré, lui, apparaît moins comme un chef d'État que comme le catalyseur d'un réveil collectif. Son pari a relié économie, dignité et confiance en soi. Là où l'embargo voulait isoler, il a uni. Là où la sécheresse menaçait, il a semé. Ce retour à la terre est plus qu'une réforme, c'est un symbole. Le manioc, jadis plante de survie, est devenu la racine d'une identité nouvelle. Et dans ce silence fertile du Sahel, une certitude s'impose, le Burkina Faso a transformé la contrainte en fierté. L'histoire du manioc burkinabé n'est pas qu'un récit national, c'est une invitation. Elle montre qu'une nation peut renaître en cultivant sa propre résilience, que la dignité ne se décrète pas, elle se plante. Ibrahim Traoré a tracé une voie que d'autres peuples peuvent suivre, celle d'une indépendance fondée sur la maîtrise du sol, non sur l'attente d'autrui. Mais cette transformation ne peut durer sans écho. Elle appelle la participation de chacun, agriculteurs, enseignants, entrepreneurs, citoyens, africains. Le futur du continent dépendra de cette capacité à agir ensemble, à échanger savoir-faire et confiance. Et si cette révolution tranquille s'étendait au-delà du Burkina Faso, si, à travers chaque champ cultivé, chaque entreprise locale, se dessinait une Afrique qui nourrit et s'affirme. Le manioc n'est plus une racine, c'est un symbole d'autonomie. Et soutenir ce mouvement, c'est croire que l'avenir du continent se construit d'abord par ses propres mains.